Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on va parler des additifs et de la sécurité alimentaire avec Clément. Je vous rappelle que nous sommes un podcast à destination des professionnels de santé, que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, les conversations de Mythe et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Clément. Bonjour Justine. Comment vas-tu ? Très bien. C'est un plaisir d'être ici. Plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Je suis diététicien. On me connaît sur les réseaux sociaux sous Clem le Diète. Je fais de la création de contenu sur Instagram notamment. Là, j'ai commencé aussi un podcast parce que j'adore les conversations et les échanges. C'est toujours enrichissant. Et je parle beaucoup sur les réseaux sociaux d'additifs, de conseils au niveau alimentaire. Des fois, je parle aussi un peu des pesticides. Ça tourne beaucoup autour justement de la sécurité des aliments, qui est un des penchants de la sécurité alimentaire. Et pourquoi tu as choisi ce domaine particulièrement ? Parce que j'ai eu une expérience professionnelle un peu en agroalimentaire et j'ai trouvé ça très intéressant, justement le côté bactériaux, parce que j'étais dans une fromagerie et c'est tout ce qui est autour des analyses bactériologiques, faire attention s'il y a de l'E. coli ou autre, ou l'Listeria, ou des bactéries qui peuvent avoir une influence négative sur la santé des personnes, et on en a entendu récemment parler, et on en entend à peu près tous les ans des problèmes liés aux aliments contaminés par des bactéries. Et ça me passionne. Et pareil, les additifs, en fait, c'est des choses qui sont assez incomprises, et j'aime bien aller chercher là où peu de gens cherchent. En tout cas, dans le manière sur les réseaux sociaux ou autres qui communiquent dessus, quoi, parce qu'il y a plein de chercheurs qui étudient ça, bien sûr. Ok. Alors justement, qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire ? La sécurité alimentaire, en fait, c'est l'accès. Il faut que toute personne, en fait, sur Terre, normalement, ait accès à une nourriture saine, nutritive, et qu'elle permette de répondre aux besoins énergétiques et aussi correspondre aux envies alimentaires des personnes, qui leur permettent, avec ça, d'avoir une vie saine et active. Et dedans, il y a 4 gros volets. C'est la disponibilité de la nourriture. Donc, ça va être les pays. Est-ce que le pays dans lequel tu habites vont avoir accès à de la nourriture plus ou moins facilement ? Donc, est-ce qu'elle est disponible ? Est-ce qu'ils vont l'importer ? Est-ce qu'ils peuvent produire ? Tu peux être en état de sécurité alimentaire au niveau du pays juste en faisant des importations. Si tu importes tout, mais que tu as les moyens d'importer et que ça ne pose pas de problème, tu peux être dans un état de sécurité alimentaire au niveau du pays. Mais après, une fois que tu es au niveau du pays, tu as la disponibilité qui va être économique et physique pour les ménages. Parce que le pays peut avoir de la nourriture, mais est-ce que toi qui vis dans ce pays, tu peux avoir accès à cette nourriture ? Est-ce que tu as assez d'argent pour pouvoir t'acheter de la nourriture ? Ou est-ce que tu vis dans un endroit qui permet d'avoir accès facilement à la nourriture ? Par exemple, si tu es une personne âgée, isolée à la campagne, est-ce que c'est facile d'avoir accès à la nourriture ? Peut-être pas forcément, il faut peut-être demander à des personnes qui puissent te fournir ou des itinérants qui viennent te vendre à ta porte. Moi, j'ai connu ça un peu avec ma grand-mère, donc c'était un peu de cet aspect-là. Donc, tu peux avoir le pays qui est en état de sécurité alimentaire, toi ne pas être en état de sécurité alimentaire. Mais après, une fois que tu as ça, si tu as accès à la nourriture, est-ce que tes besoins vont être remplis au niveau nutritionnel ? Est-ce que cette nourriture, t'en auras assez ? Est-ce que ça va correspondre à tes besoins caloriques, à tes macronutriments ? Est-ce que tu auras assez de protéines pour vivre correctement, garder ta masse musculaire, bien vieillir ou autre ? Pareil, suffisamment de graisse de qualité. Ça va être pareil avec les glucides, enfin les fibres, tout ça. Quatrième, c'est la stabilité, donc garder les 3 volets qui sont bien maintenus. Donc ton pays a accès à de la nourriture, que ce soit importée ou autre, que toi tu puisses avoir accès à cette nourriture et que cette nourriture soit bien utilisée. Ok, et comment on est en France alors au niveau de la sécurité alimentaire ? Ça dépend des personnes, c'est toujours ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en état de sécurité alimentaire, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne le sont pas. Et ça pose des problèmes. Il y a plein d'études qui sont faites sur les comportements, l'influence de l'insécurité alimentaire, comment ça joue. J'aime bien regarder ça par exemple sur l'influence sur les jeunes enfants ou autres qui sont en état d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qui en ressort dans les études ? Souvent après ils vont aller vers des fast-foods
fast-food ou autre comme ça, parce que c'est de la nourriture qui est pas très chère, qui est facilement accessible. Donc c'est un problème, surtout que par exemple les fast-food ou autres, ils ont tendance à s'implémenter dans les endroits où ça va être un peu plus délicat au niveau de la sécurité alimentaire. Donc ce qui gangrène le truc, quoi. Mais au niveau économique, c'est bien pour ces entreprises, quoi. Ok. Et si on parle des additifs, alors un additif, c'est quoi ? Alors, un additif, c'est un produit qu'on rajoute dans un aliment avec l'intention d'améliorer le produit, soit que ça peut être sur la conservation, sur la couleur, sur la texture. En fait, c'est des vertus pour améliorer le produit, quoi. C'est vraiment ça. Et après, c'est divisé en plusieurs catégories. Ouais. Donc voilà, tu as les colorants, conservateurs, antioxydants, édulcorants, qui ont tous des propriétés et qui vont aller jouer sur le produit. Ouais, c'est les fameux E qu'on voit sur les produits. Tout à fait, mais de moins en moins, on voit moins les E, ils ont plus leur nom des fois scientifiques ou communs pour éviter les E, parce que les gens ont fait la chasse aux E, donc maintenant ça n'existe plus trop. On va avoir plutôt la dénomination du produit. Ah, c'est vraiment pour ça? C'est parce que le E faisait peur? Ah ouais? Ah, je pense que c'est pour ça. Ok, donc tu as expliqué à quoi ça servait les additifs. Comment c'est réglementé? Alors ça c'est très intéressant. Avant d'en arriver sur le marché, les additifs, il y a plein de processus qui vont se passer avant. C'est d'abord les études toxicologiques. On va développer d'abord le produit, mais après, il y a les études toxicologiques. On va mettre ça sur des animaux, voir l'impact que ça va avoir sur ces animaux. On va voir à quel moment, à quelle dose, on commence à observer des effets nocifs. Par exemple, il en découle la NOAEL, donc c'est la plus faible dose, la dose maximale sans effet nocif observable. Et après, tu as la LOAEL qui est au-dessus, la plus faible dose avec les effets nocifs observables. Les deux se chauffent. Et à partir de ça, c'est une indication que les autorités réglementaires, les centres d'évaluation plutôt, comme l'EFSA, la FDA aux États-Unis ou autres, vont consulter. Donc ça arrive après au niveau de l'EFSA. L'EFSA va avoir entre 6 et 9 mois pour étudier toutes les données disponibles et non disponibles, parce qu'il y a aussi des études qui sont en cours, donc eux, ils les récupèrent. Ils vont étudier ça, ils vont donner leur avis en fonction de ce qu'il y a eu comme résultat. Et ensuite, ça va être transmis à la Commission européenne qui, là, regroupe les députés européens. Et bientôt, au mois de juin, il me semble, c'est les élections européennes. Donc, ça a une influence à ce niveau-là. Et eux, à la Commission européenne, vont décider est-ce qu'on autorise l'additif ou est-ce qu'on le supprime de la liste autorisée à mettre dans les aliments. Et pour revenir, après que c'est autorisé, t'as la dose journalière admissible qui est établie. Donc la dose journalière admissible, c'est la NOAEL qu'on a évoqué avant, qui va être divisée par 100 ou par 1000 pour obtenir la dose journalière maximale. C'est un facteur, en fait, c'est des facteurs de sécurité qui sont mis pour se dire, tiens, si on arrive au maximum dans la population, on a quand même une grande marge de sécurité avant d'avoir les effets que normalement on observe chez les animaux. Mais là, on va se dire, ouais, mais on consomme plein d'autres aliments, donc on risque de dépasser cette DGA. En fait, il existe une autre limite, c'est la limite maximale par aliment qui, elle, en fait, c'est la DGA divisée par 10 ou par 100 encore, et qui permet d'avoir une limite maximale par aliment, et donc d'avoir une multitude d'aliments qui en comportent, et qui fait que même si tu en manges beaucoup différents qui comportent tous ces additifs, normalement, tu auras du mal à atteindre la DGA. Il y a des personnes, en fonction des régimes autres, qui peuvent y arriver, mais c'est très peu, quoi. Donc ça, ce dont tu viens de parler, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est ça, en fait? L'effet cocktail, en fait, serait plutôt différents types d'additifs qui sont ensemble et qui peuvent avoir des effets soit synergiques, soit additifs, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1. Synergique, ça va plutôt être une multiplication, ou antagoniste. En fait, tu vas mettre 2 additifs qui, eux, vont réduire les effets de chaque. Mais vu que la plupart des additifs
la quasi-totalité des additifs sont sûrs et ne posent pas de problème. C'est pas parce que tu auras 1 + 1 + 1 d'additifs qui est bon, qui ne pose pas de problème, il va se créer en fait un super additif méchant qui va venir tout dézinguer dans ton corps, quoi. Ok. Donc en fait, tu es en train de dire que la DJA, bah, c'est sûr. Enfin, voilà, t'as bien expliqué que c'était déjà divisé par 100, voire par 1000, par rapport à ce qu'on peut observer. Ouais, par rapport aux études animales, on divise par 100 ou par 1000 en fonction des études qu'il y a eu, des doutes qu'on peut avoir sur le produit et sur les effets qu'il pourrait y avoir chez l'humain, parce qu'on ne va pas forcément tester chez l'humain, mais c'est ça. Et après, la DGA est estimée là-dessus, quoi. Et alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais bon, parfois on lit des études et dans les arguments, on dit oui, mais cette étude a été faite chez des animaux, donc c'est pas transposable à ce qu'on peut observer chez l'homme. Bon, là, tu es en train d'expliquer que les études, en l'occurrence, se font plutôt chez les animaux. Alors, est-ce qu'on peut transposer ? C'est toujours délicat de transposer justement bien ça. Typiquement, je pense à un additif qui est la saccharine, qu'on retrouve, c'est un édulcorant artificiel qu'on retrouve essentiellement dans les médicaments. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans l'alimentaire, c'est vraiment dans les médicaments. Et il y a des études sur les animaux où on a observé des cancers de la vessie. Chez les rats, cancer de la vessie, chez les rats avec la prise de saccharine. Et justement, avec cette saccharine, ils ont vu comment ça se passe au niveau des mécanismes. Et en fait, le mécanisme n'est pas transposable chez l'homme. Donc nous, on pourrait consommer de la saccharine, mais pas avoir cet effet parce qu'on n'a pas le même mécanisme que dans le rat. Donc on ne pourrait pas avoir ce cancer de la vessie lié à la saccharine. C'est un peu ça. Donc oui, tout n'est pas transposable. Il y a des trucs qui le sont, mais ça donne une bonne base. Après, on va observer chez les humains comment ça se passe. Il y a des tests qui peuvent être faits chez les humains, mais souvent, ça va être des études plutôt observationnelles, vu que ça va être mis à disposition dans la nourriture, là, si on parle des additifs, dans une grande masse. Donc on va observer dans des grandes populations ce qui se passe et après en tenir compte. Mais c'en est tenu compte dans les évaluations aussi de l'EFSA. Il y a beaucoup qui sont basés toxicologiques au niveau alimentaire ou pesticides ou autres. On va se baser sur les animaux, mais après il y a aussi toutes les études d'intervention. Il y a aussi des études d'intervention sur par exemple les édulcorants artificiels. Il y a plein d'études d'intervention, que ce soit pour voir la glycémie, les effets sur le poids ou autre. Ça c'est inclus dans l'évaluation de l'EFSA. Et après, tous ces additifs, toutes les molécules qui sont sur le marché, elles sont réévaluées régulièrement. Et s'il y a des nouvelles données qui sortent, et là, ça peut déclencher une nouvelle réévaluation. C'est exactement la question que j'allais te poser, en fait. Donc, au niveau européen, c'est l'EFSA qui coordonne. Donne son avis. Voilà, qui donne son avis. Après, c'est la commission qui décide. C'est la commission qui décide. En France, l'ANSES, c'est elle qui va donner les recommandations ou pas ? Peut donner son avis aussi. Peut donner son avis, ok. Donc nous, si on veut avoir une donnée fiable, on peut se rendre sur le site de l'EFSA, nous en tant que Jet. Oui. Ouais, ok. J'allais te parler de la réévaluation. Est-ce que tu as une idée de au bout de combien de temps c'est réévalué en général ? Ça dépend des additifs. Ça dépend des produits. Il y en a, ça va être tous les 5 ans, sachant que la réévaluation prend aussi du temps. C'est genre, ça dépend des produits et des données, mais tu peux compter 6 mois. Et après, ils peuvent demander aussi un délai supplémentaire. Donc, en fait, ils vont évaluer un produit et ils vont peut-être commencer à réévaluer 4 ans, 5 ans et donner les conclusions peut-être encore 1 an plus tard, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais que la France, au niveau de ses réévaluations, au niveau de l'EFSA, on est sur des données fiables, sûres, à qui on peut faire confiance ? Oui, pour moi, oui, on peut faire confiance. En fait, au niveau mondial, l'EFSA, c'est l'organisme qui est le plus sévère, sécuritaire, ça dépend comment on peut le voir, mais ça laisse pas passer beaucoup de choses. Et après, la Commission européenne aussi sont assez sévères là-dessus. Donc, même si on a l'impression que c'est permissif, on entend des trucs, mais ça reste quand même assez sécuritaire et ça essaye de protéger les consommateurs qui sont nous.
nous sommes des consommateurs, donc ils essaient de nous protéger, hein, c'est ça le but. Hein. Pas penser qu'il y a plein de conflits d'argent autres derrière, qu'on n'en a rien à foutre. Non, c'est vraiment d'abord évaluer les données. Hein. Ils ont un avis objectif, hein, c'est pas de l'émotionnel. Nous, quand on peut discuter, échanger autres, on a beaucoup d'émotionnel dedans. On peut connaître des personnes qui sont malades, on peut supposer des trucs. Donc on perd cette objectivité, on n'a pas toutes les données. On en a très peu, hein. Et les personnes qui en ont pas mal, qui consultent pas mal, en fait, c'est très peu par rapport à ce que eux, tout un corpus de personnes et qui ont toutes les données disponibles vont savoir. Donc au final, moi, je trouve ça très sécuritaire et je fais confiance. Et il faut bien faire confiance à des personnes, tu vois, et à des organismes. Enfin, ouais, tout à fait. Tu peux pas tout évaluer et tout juger toi-même. Ah bah non, on n'a pas les compétences en plus. Mais pourquoi, à ton avis? Parce qu'on va pas se mentir, quand on prononce le mot additif, la plupart des gens ont déjà une connotation négative derrière ce mot. Pourquoi, à ton avis? C'est qu'il y a quelques additifs qui posent problème ou ont posé problème et qui ont été retirés du marché. Et sauf que la plupart des personnes n'ont pas les connaissances sur tous les additifs, donc tu vas généraliser en fait, tu vas faire une généralisation. Il y a 1, 2, 3 additifs qui ont posé problème, il y en a peut-être un peu plus, hein, je veux dire peut-être 8, 9, 10 qui peuvent poser problème. Il y en a qui ont été retirés du marché, hein, comme le 171, le dioxyde de titane qui a été retiré du marché parce que la Commission européenne a décidé de le sortir. Par exemple, ces additifs-là ont suscité une peur, je pense, dans l'esprit des gens, et ils ont généralisé à tous les additifs. Donc une petite minorité, un petit groupe genre de 10 ont influencé sur l'aspect qu'on peut avoir sur les 400 peut-être additifs autres qui sont utilisés, quoi. Est-ce que c'est pas comme toujours où notre cerveau est plutôt habitué à retenir les scandales ou le négatif parmi les choses bien qui se font aussi? Enfin, je pense qu'on fonctionne un peu comme ça, on retient un peu le sensationnel. Ça c'est sûr. Mais après pour les additifs, là c'est encore plus compliqué parce que il est rare de voir qu'on parle positivement des additifs. Enfin, il n'y a jamais eu trop de publications ou autres dire tiens, ça c'est bien. On parle jamais. Mais par contre, ouais, du négatif qui existe, ouais, on en parle tout le temps. Donc, les gens n'ont même pas la possibilité, je pense, de se confronter à du truc positif. Donc, il y a vraiment que le négatif qui circule. Et j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil aussi avec tout ce qui est contamination bactérienne dans les aliments, parce que on en parle souvent, comme quand il y a eu l'histoire des pizzas Buitoni ou autres. On va généraliser ça et se dire qu'il y a plein d'entreprises en fait où c'est la merde, mais en fait il y a tellement d'entreprises où c'est bien, où c'est contrôlé, il y a des gens qui contrôlent ça, parce que faut se dire que si c'est pas contrôlé, il va y avoir des sanctions, et ça va être des sanctions pénales, donc ça va toucher le directeur de l'entreprise, les responsables qualité qui sont là-bas, toutes les personnes en fait assez haut placées et qui ont une influence sur ça et qui ont laissé faire vont avoir des amendes, vont faire des petits tours en prison. Je sais pas, moi je serais responsable qualité, je pourrais l'être, hein, tu vois, j'ai le diplôme qui permettrait de faire ça dans une entreprise agroalimentaire. Même s'il y a une question d'argent, je suis sûr que le salaire que je pourrais toucher comme ça va jamais me faire dire tiens, je vais payer une amende très importante et faire quelques années en prison pour de l'argent. Les gens pensent à eux, hein, comme la plupart des personnes, en fait, tout le monde pense à soi, et on va pas se dire tiens, moi je préfère gagner 3 000 euros, peut-être un truc du genre, et me dire on prend le risque de contaminer des gens, qu'il y en a qui sont malades, des enfants qui décèdent. Non, c'est pas vrai. Donc il y a plein de gens qui font les contrôles, ils font ça très bien, et c'est dans le cas, il y a tellement d'entreprises agroalimentaires et qu'on n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas de problème, mais les quelques-uns qui posent problème, souvent en plus c'est des grandes marques, et ça fait généraliser à tout le monde. Et donc c'est la même chose, mais le positif on le parle pas. Donc les gens n'ont même pas la possibilité sur ça non plus d'avoir du positif. Ouais, c'est intéressant. Je pense aussi qu'il y a un petit amalgame entre additifs. On se dit additif c'est chimique. Chimique, le mot pareil, on se dit chimique, et on va dire ouais mais moi j'aime pas ce qui est chimique, je préfère ce qui est naturel. Et il y a un regain là ces derniers temps sur le naturel. On se dit ouais mais si c'est naturel c'est forcément bien parce que ça vient de la nature. Je crois pas qu'il y a une sorte d'association comme ça de se dire chimique c'est pas bien, naturel c'est bien.
Si, bien sûr. Ouais, voilà. Et on le voit, il y a le développement de clean label, donc des produits sans additifs ou avec le moins possible. Ça se développe beaucoup. Parce que les gens veulent du naturel. Mais le naturel ne veut pas dire sain, sécuritaire pour la santé des personnes. Hein. C'est deux choses qui sont différentes. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la série Ozark, mais dans la série Ozark, bon, je spoil, hein, désolé, hein, on mettra un disclaimer. Hein. Mais à un moment, il y a une des personnes qui se fait tuer. Avec des noyaux de cerises broyés dedans, parce que il y a des molécules qui vont faire du cyanure, quoi. Comme dans les pépins de pommes. Exactement, c'est ça. Donc comme dans les pépins de pommes. Donc si tu en fais une grande quantité, que tu le broies, que tu dissous et que tu le donnes à la personne, et tu peux l'intoxiquer au cyanure et donc faire une crise cardiaque certainement. Donc, et après débarrasser. Et ça c'est naturel, c'est un produit naturel. Les pépins de pommes tu peux en consommer. Je donne la quantité, hein, mais il faudrait un bon verre comme ça, on pourrait tuer quelqu'un quoi avec des pépins de pommes. Mais c'est naturel. Mais les additifs sont vus négativement par rapport à des trucs qui sont naturels, qui peuvent aussi être dangereux. Hein. Il y a par exemple les moisissures ou des trucs comme ça qu'on peut retrouver par exemple dans les grains ou des noix ou autres, certaines peuvent produire des aflatoxines qui vont avoir des molécules cancérigènes au niveau du foie. Hein, ça peut créer des tumeurs au niveau du foie. Ça, c'est naturel. Il y a plein de choses naturelles qui sont toxiques. Hein. Il y a le cuivre, par exemple, le cuivre qu'on a dans notre corps, qu'on peut en consommer dans les aliments. Si on consomme en excès, ça va être toxique aussi. Hein. Le fer, pareil. Ce sont des choses naturelles, mais qui peuvent avoir un effet négatif sur l'organisme. Et chimique, pour revenir à chimique, tout est chimique. Donc ça, c'est pas le bon terme. On pourrait plutôt utiliser artificiel ou de synthèse, mais pas chimique, quoi. Mais je crois que c'est toi, dans une de tes publications, si je me souviens bien, tu n'avais pas mis un fruit avec tous les composés en fait, chimiques qui composent le fruit. Tu avais mis la liste, hein. C'est ça, ouais. Hein. Il me semble que j'avais vu passer ça et qu'en fait, il y avait une liste très longue. Ouais. Et qu'en fait, effectivement, l'argument de c'est naturel, ça tient pas, quoi. Enfin, ouais, mais parce que dans la liste des ingrédients, tu donnes les grands trucs qui composent un produit, mais tu vas pas encore sous-diviser et donner les acides aminés, les molécules qui donnent les saveurs, les flavors. Ça, tu vas pas les donner. Ça sert à rien, ça fait une liste trop longue. Oui. Tu vois ça, tu te dis oh là, en fait, je vais pas consommer ça aussi. Hein, mais oui, voilà, c'était le cas des fraises ou autres, mais il y en a plein. C'est un Australien, je crois, qui avait fait ça. Il a repris ça, mais c'est hyper bien fait. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment où les influenceurs, ou même des diététiciens d'ailleurs, vont dans les supermarchés et ils comparent deux produits, par exemple comparer deux yaourts, et puis ils mettent en vert et en rouge, donc ils mettent le prix, et puis ils mettent la liste des ingrédients, et puis souvent tu vois 8 additifs rouges, 8 additifs rouges, 6 à la limite c'est en vert, alors tu compares les autres, tu vois qu'au niveau protéines c'est moins bien, que c'est plus cher, etc. Mais en fait, ce qui domine pour que ce soit vert, j'ai l'impression que c'est le nombre d'additifs. Est-ce qu'on peut se fier à ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais ça m'exaspère. ce genre de truc, ça m'exaspère. Pour moi, ce serait pas la bonne façon de faire. De toute façon, si t'en as un qui pose problème et que t'as qu'un seul additif et que dans l'autre t'en as 20 mais qu'aucun qui pose problème, déjà, vaut mieux choisir le 20 que celui qui pose problème. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Hein. Et je pense notamment à un truc qui est très intéressant et que j'adore moi aussi discuter de ça, c'est le beurre et la margarine. Alors le beurre, c'est naturel, tu peux avoir du sel dedans à la rigueur, une liste d'ingrédients extrêmement courte. Margarine, une liste d'ingrédients à rallonge. Moi, je conseille tout le temps la margarine par rapport au beurre. Même s'il y a plein d'additifs, que c'est un produit créé par l'homme ou autre, ça sera toujours mieux pour la santé la margarine que le beurre. Ouais, j'avais suivi aussi ça. J'avais vu que ça avait fait débat, mais j'ai même vu que
pareil, je ne le citerai pas, d'ailleurs je ne me souviens pas, mais que la personne en question avait même changé d'avis sur, je crois, suite à un de tes commentaires ou quelque chose. Ouais, oui, il y avait eu ça. C'était Antoine Fonbonne. Ouais, il avait. Je trouvais ça bien. Il avait revu sa position. Il a dit, les gars, je me suis trompé en fait. Là-dessus, là-dessus, ouais. Après, c'est un des seuls à l'avoir fait. Parce que j'ai abordé plein de sujets, mais un des seuls à l'avoir fait. Il y en a d'autres qui nient en bloc et qui restent sur leur position. Ouais. Mais lui, ouais, il l'avait fait. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Il est très sympa hein, pour échanger avec lui. Vraiment cool. Mais justement, tu vois, tu soulèves un problème qui existe, même chez des personnes qui finalement ont à cœur de bien faire. Donc, comment tu pourrais, ou quel conseil tu peux donner, tu vois, aux diètes qui vont écouter et qui vont peut-être se reconnaître dans ce qu'on vient de dire. Et là, il n'y a pas de jugement. Si vous écoutez, c'est aussi que peut-être qu'ils ont à cœur de s'améliorer ou d'apprendre des choses. Comment on peut faire ? Parce qu'effectivement, cette histoire de beurre, de margarine, comment on fait pour savoir que la margarine, au final, c'est mieux d'en consommer que le beurre ? Alors, on va lire des études, on regarde la compo. Concrètement, comment on fait ? J'ai envie de te dire, c'est très dur. Soit tu fais de manière simple, tu me suis, voilà. Parce que on va développer son esprit critique. Sinon, je vais le faire là, je vais développer. Ouais. En gros, c'est parti d'une étude, la SDSH, la Sydney Diet Air Study, qui a été fait en Australie, qui a été fait dans les années 60, où ils avaient pris de la margarine qui avait une composition et une manière d'être faite différente de ce qui est fait aujourd'hui. Donc la margarine à l'époque a été composée de mémoire de 40%, 45% d'acides gras trans. Parce qu'ils faisaient par un système d'hydrogénation partielle, ils faisaient cette margarine. Bon, il y a plein de lacunes dans l'étude, mais on va revenir. Donc voilà, déjà ça, la margarine n'est pas la margarine de ce qu'on a à notre époque. Oui. Donc il s'est passé, parce que c'est années 67, 70, donc il y a combien bientôt 60 ans, 50 ans d'écart, donc c'est énorme. Il se passe plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui ont évolué depuis, on peut le voir, toutes les technologies qui sont apparues entre-temps. Donc à cette époque, c'était fait par hydrogénation partielle, et tu avais 40%, 45% d'acides gras trans, et après c'était majoritairement des acides gras monoinsaturés et quelques polyinsaturés, notamment oméga 6, c'était à base d'huile de cartame. Et dans notre groupe, on donnait du beurre. Et en fait, dans le groupe où on donnait de la margarine, en gros, ce qui s'est passé, c'était dans ces deux groupes, dans l'intervention, c'était des personnes âgées, autour de la soixantaine, il me semble, à qui on donnait beurre, margarine. Et dans le groupe où il y avait la margarine, il y avait plus de décès, de maladies cardiaques. Et après, plus tard, ça a été réévalué, je crois, de cancer aussi. Mais on sait depuis que les acides gras trans augmentent le risque de maladies cardiaques, et ça a été établi. Il y a une limite qui est de 2% par jour à ne pas dépasser. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu l'évolution technologique et on est passé de l'hydrogénation partielle à d'autres manières de faire qu'on appelle interestérification. Il y en a deux autres, je n'ai plus les noms en tête, mais en gros des méthodes qui font qu'il n'y a plus d'acides gras trans dans la margarine. Donc la margarine va être soit à base d'oméga 3, d'oméga 6, enfin un mélange d'oméga 3, d'oméga 6, d'acides gras monoinsaturés et peut-être un petit peu aussi d'acides gras saturés. Alors que le beurre, lui, est composé très 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 majoritairement d'acides gras saturés. Et on sait que les acides gras saturés vont augmenter le LDL cholestérol qui, lui, va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Et il y avait un truc qui était très intéressant, c'était en Carélie, je crois, Carélie du Nord, en Finlande, dans les années 50, 60 aussi, à peu près à la même époque, il me semble, où ils ont eu des recommandations de santé publique qui était de diminuer drastiquement les acides gras saturés et notamment le beurre. Donc la population a consommé énormément de beurre, 25-50 kilos à l'année, je sais plus. Moi, j'ai plus exactement la quantité, mais c'était énorme. Et environ la quasi-totalité du beurre, il y a eu une chute phénoménale de problèmes cardiaques, quoi.
Et donc, la population se portait mieux et n'avait pas les décès liés à ces pathologies, ou beaucoup moins. Tout ça parce qu'ils ont supprimé le beurre et l'ont remplacé après par de la margarine ou des huiles ou des choses comme ça. Donc le beurre, c'est un aliment que je ne conseillerais pas, que je ne vais pas déconseiller parce que ça peut s'inclure dans une alimentation, mais il faut faire attention au taux d'acides gras saturés qu'on va voir globalement dans l'alimentation. Si on en consomme trop ailleurs, le beurre, ça peut être un truc qu'on peut exclure. Et la margarine, elle, quant à elle, ne va pas poser de problème. Parce qu'il y a aussi les histoires des oméga-6, on entend beaucoup parler que c'est pro-inflammatoire et tout, mais ça aussi, ça a été étudié dans pas mal d'études, que ce soit d'intervention, ou que ce soit des études observationnelles. Et ils vont tous dans le même sens, que les oméga-6 ne sont pas inflammatoires. Donc ça ne pose pas de problème de consommer une margarine à l'huile de tournesol, ce sera toujours mieux que du beurre. Bon, tu t'es certainement pas fait des amis chez les Bretons, mais au moins c'est dit. Mais je suis breton. T'es breton, c'est vrai. Je renie un peu ma patrie en disant ça. Et alors, on va y venir, mais parce que tu vas comprendre à quoi je fais référence, mais on parle maintenant aussi, j'ai l'impression, alors je sais même pas comment ça se prononce, si on dit gay, Guy, G-H-E-E, là, Guy, on dit ça. Alors là, pareil, on a l'impression que c'est incroyable et qu'il faut le consommer, même à la place du beurre. Quel est ton avis là-dessus ? C'est le ghee, c'est du beurre. En fait, c'est du beurre clarifié. On va enlever le lactose, les protéines, un peu d'eau, et donc c'est un concentré de matière grasse du beurre. Et on lui donne des vertus parce que ça vient de la médecine indienne, ayurvédique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ayurvédique, donc ça vient de là-bas, ça aurait des vertus incroyables pour la santé, et donc il y en a qui jouent dessus. Il y en a un où je suis souvent en désaccord, c'est SoFoodie, parce que c'est une machine à vendre du ghee de chez NutriPure. Avec le petit code promo. Qui va bien. J'ai debunk, je me suis fait conspuer parce que je l'ai fait. Même des médecins sont venus me critiquer parce que je critiquais ça. Donc c'en est triste d'en arriver là, mais on préfère défendre quelqu'un qui conseille un produit qui n'est pas bon pour la santé, qui le fait avec un conflit d'intérêts, plutôt que la personne qui dénonce ça. C'est très... et un breton, ça m'exaspère, quoi. Je trouve ça assez exaspérant, donc ça me donne même plus envie de faire du debunk. Je laisse les gens, s'ils racontent des conneries que vous les suivez, j'ai envie de vous dire tant pis pour vous, hein, désolé, mais soit vous suivez les bonnes personnes, soit vous suivez pas, mais moi je vais arrêter, je pense, de faire du debunk. Ok, bon, on a abordé ce point, on va venir au point suivant qui fait beaucoup parler aussi, on va parler des édulcorants. Il y a matière à dire sur les édulcorants. J'ai préparé évidemment mes petites questions, donc je vais venir un peu faire encore l'avocat du diable de ce qu'on peut lire, et tu vas confirmer ou pas. Alors, on nous parle du E150 dans le fameux Coca. Alors, je précise qu'on n'est pas sponsorisé par Coca, ni l'un ni l'autre. Non. Je précise quand même. Donc, ce serait le fameux colorant, qui sert à faire la couleur du coca, et on nous dit que pareil, il faut faire attention à ce fameux E150, et donc j'ai fait quand même mes petites recherches et j'ai vu que on pouvait en consommer, donc d'après l'EFSA, je sais pas si je vais dire une bêtise, tu me diras, mais 200 mg par kilo de poids de corps. Et si mes souvenirs sont bons, dans une canette de coca 33 centilitres, on en a genre 100, 120. Je dis des bêtises? Je sais plus la quantité, mais j'ai exact. Je l'ai fait aussi une publication sur le sujet. Ah, t'avais fait, ok. J'ai fait parce que j'avais repris les propos du docteur Jimmy Mohamed. Je me rends compte que je vais balancer des noms là quand même. Mais parce qu'il disait que c'était pas bon, c'était dangereux, les augmentations du risque de cancer. Ça a été vu chez les souris, c'est tout, sur des souris très particulières, augmentation du risque de cancer de poumon. Mais si on se réfère à la quantité qu'il faut pour pouvoir avoir le risque de cancer en consommant sur environ une dizaine d'années, tu vois, parce que c'est étalé dans le temps par rapport à ce qui a été vu dans le modèle animal, il faudrait consommer, parce que je l'ai à peu près en tête, l'envergure que ça prend, mais la quantité exacte, je ne sais plus trop, mais l'équivalent d'un stade de foot de Place Assise de Parc des Princes, ça va être de 50 000 à peu près bouteilles de 50 centilitres par jour,
pour avoir un risque avec un risque de cancer avéré, avec ce fameux même colorant, pas sûr, mais en tout cas avec le colorant, quoi. Okay. Par rapport au modèle animal, si on se base vraiment sur le modèle animal. Donc ouais, c'est 50 000 bouteilles à peu près par jour à consommer. Bon, bah si vous le faites, en fait, vous allez mourir bien avant de la consommation de liquide, donc il n'y a pas trop de risque pour moi. Bon, voilà, ok. On parle aussi de l'acide phosphorique contenu dans le coca. Alors pareil, j'ai essayé de faire mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait 190 mg dans 33 centilitres de coca et que pour la DGA, j'ai eu du mal à trouver, même sur l'EFSA. Je sais pas si tu l'as en tête, ou si tu as des choses à dire sur l'acide phosphorique en règle générale. L'acide phosphorique, en fait, le seul problème que ça peut poser, c'est parce qu'on entend beaucoup maladie cardiovasculaire, ce qui revient tout le temps, problèmes rénaux et problèmes au niveau dentaire. Et donc oui, au problème au niveau dentaire, ça va attaquer les mailles, ça, il n'y a rien à dire. Bon, c'est comme aussi l'acide citrique qu'on peut retrouver dans les jus de fruits. Ça, c'est pas très bon. Mais la quantité d'acide phosphorique aussi dans le coca ou d'autres boissons qui en contiennent, elle est relativement faible en fait dans le phosphore, et c'est le phosphore qui pourrait poser problème, parce que ceux qui ont des problèmes rénaux, on dit de faire attention au phosphore, et c'est pour ça qu'on leur dit de faire aussi attention à la consommation de protéines, de ne pas consommer trop de protéines, parce qu'au niveau sanguin ou autre, voilà, ça pose problème. Et en fait, c'est le phosphore qui pose problème là-dedans, mais la quantité est très faible, et si ça devait causer des problèmes de maladies cardiovasculaires ou rénaux et autres, il faudrait aussi dire faites attention à votre consommation de protéines, qu'elles soient animales ou végétales ou autres. Parce que si vous consommez, surtout animales, si vous consommez beaucoup de phosphore, vous risquez d'avoir aussi ces problèmes. Mais c'est pas comme ça exactement que ça se passe. C'est pas parce qu'on va observer des trucs comme ça chez les animaux et qu'on va se dire tiens voilà, c'est transposable exactement chez l'humain, et des fois on n'observe même pas ça, ou on observe dans des conditions où c'est mal fait, par exemple sur les édulcorants artificiels, l'aspartame. Il y a l'Institut Ramazzini, je crois que c'est comme ça en Italie, qui avait fait 3 études pourries, vraiment nulles, qui respectaient même pas des codes de l'OCDE, et qu'ils ont publié ça, qu'on dit que l'aspartame était cancérigène. L'EFSA a étudié ça, parce que bien sûr l'EFSA étudie tout, tout ce qu'on leur donne ils vont l'étudier, et ils ont rejeté les études parce que ça ne respectait pas les protocoles, parce qu'ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Ils avaient parlé d'hyperplasie, une hyperplasie qui était, c'était une hyperplasie, ils ont dit que c'était une tumeur cancérigène, voilà, il y a des choses comme ça, il y a des études qui sont pas très bien faites ces animaux, et que certains vont exploiter pour dénoncer des choses, mais en fait quand tu regardes, il y a des experts qui ont étudié et qui ont rejeté ces études. Donc faut faire attention à qui on suit et d'où viennent les propos, et si c'est sourcé. Mais par exemple Dr Jimmy Mohamed, il a parlé de ça, ces sources, on les attend toujours. Moi j'ai souvent demandé au début, après j'ai abandonné, j'ai même dit qu'il a même une fois trafiqué un graphique sur le riz IGO, IGBA, parce qu'il y avait du riz cuisson rapide, cuisson lente. Le mec a trafiqué le graphique, a publié ça comme ça, et c'est passé crème. Je trouve ça hallucinant, quoi. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est la personne qui montait, parce que c'est peut-être d'autres personnes, et il enregistre, il délègue à d'autres personnes, mais en tout cas la personne qui a ajouté ça, elle a coupé des données qu'il fallait pas couper, et donc elle a tronqué le graphique. Ouais. Pourquoi les édulcorants, ça fait autant parler aussi, à ton avis ? L'OMS, le CIRC, qui est une branche de l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, a mis l'aspartame dans une catégorie de B, de A. C'est 2A, catégorie 2A, donc sur le cancer. Donc ça pourrait potentiellement être cancérigène, c'est ce qui est sous-entendu. Dans cette même catégorie, on va retrouver l'aloe vera, les cornichons, les trucs comme ça. Donc c'est une catégorie où il y a des preuves limitées et insuffisantes pour être sûr que ce soit le cas, mais il y a peut-être des suspicions. Ils ont eu des suspicions sur un type de cancer bien spécifique. Il me semble que c'est le carcinome hépatocellulaire. C'est celui-ci au niveau humain. Et après, c'est des études sur les animaux. Mais quand on regarde de manière déjà un peu plus loin, on peut voir que la JFK, qui est aux États-Unis, qui regroupe l'OMS et la FAO,
pour l'agriculture, enfin, ça réunit des experts spécialisés dans les additifs. Eux, ils ont considéré ça toujours sûr et sans danger, à la limite de la consommation de la DGA, que quasiment personne n'arrive à atteindre parce qu'il y a ces facteurs de sécurité qui permettent justement de protéger les consommateurs. L'EFSA aussi considère toujours pour l'instant que c'est sûr, mais ça a jeté un doute et c'est très intéressant parce qu'on voit aussi l'évolution des industriels qui réduisent l'aspartame ou qui commencent à l'enlever. Peut-être qu'un jour on verra sans aspartame sur les produits. Donc ça, c'est aussi très intéressant la tournure que ça prend. Mais ils mettent du sucre à la place. Ou du sucralose ou d'autres édulcorants, mais qui posent pas de problème. Enfin, qui sont moins connotés problème. Ouais. J'ai vu un changement certain où c'est aspartame a été remplacé par le sucralose. Oui. Bon, il y a eu ça, il y a eu le cirque donc, qui a dénoncé l'aspartame, enfin voilà, qui l'a mis dans cette catégorie. Donc les gens commence à s'inquiéter, voilà, où se pose beaucoup de questions. Juste avant, il y avait eu les études sur la cohorte Nutrinet, qui est une cohorte française, où on peut tous participer, si on le souhaite, on peut s'inscrire, vu que c'est en ligne, c'est un suivi en ligne. Donc on peut le faire, et eux ils avaient trouvé aussi une augmentation du risque de cancer de 13%. Après ils ont publié d'autres études où on a vu une augmentation aussi du risque de diabète et augmentation aussi diabète de type 2 et augmentation aussi du risque de maladie cardiovasculaire. Et ça fait les gros titres des journaux et donc tout le monde en parle, mais quand on rentre dans les études, dans les données qui sont disponibles, on peut voir qu'il faut être beaucoup plus nuancé que ça et arrêter de crier c'est pas bon, c'est dangereux, et encore plus quand après on regarde l'ensemble de la littérature scientifique, on peut voir que ça pose pas de problème. Mais moi je te rejoins parce que forcément comme j'avais déjà creusé ce sujet, mais j'ai encore plus creusé puisqu'on avait cet enregistrement, j'ai vraiment essayé de chercher ce qu'on pouvait dire sur les édulcorants, parce que quand on voit certaines publications, certains trucs sur les réseaux, et quand on regarde concrètement, que ce soit l'EFSA, l'ANSES, enfin voilà, pris les organismes, l'OMS, en fait on trouve juste rien, enfin il n'y a rien. Bon, moi j'ai trouvé bien sûr la quantité là, pour l'aspartame, qu'on est à finalement 9 canettes de coca par jour pour que ça devienne potentiellement délétère. Ce qui est quand même déjà 9 canettes de 33 centilitres, c'est énorme quoi. Ouais, Et en gros, vraiment la conclusion moi, que j'ai pu trouver, c'est, je lis, ce travail n'a démontré aucun bénéfice de consommation d'édulcorants intenses sur le contrôle du poids, la glycémie chez les sujets diabétiques, etc. En gros, ils nuancent un petit peu en disant qu'il ne faut pas trop s'habituer au goût sucré, quoi. Enfin, en fait, c'est la seule chose qu'on a actuellement sur les édulcorants. Ouais, mais de toute façon, il faut toujours plus d'études. Donc, c'est ça, le résultat, les conclusions que tu peux donner, c'est qu'il faut toujours plus d'études humaines et voir ce que ça donne à l'avenir. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ces études et de les inclure pour les personnes qui vont réévaluer l'EFSA, par exemple. Ça, c'est toujours très intéressant pour eux. Mais si on rentre dans les détails de études Nutrinet, par exemple, sur le cancer, ça a été évalué sur 108 000 personnes, 103 000, 108 000 je crois que c'est ça. En gros il y avait 128 000 de base, il y en a 20 000 qui ont été exclus parce qu'ils sont en sous-déclarant en apport énergétique. Okay. Donc, peut-être des personnes qui enregistrent mal ou qui sont en régime, enfin il y a des choses comme ça, peut-être mais trop poussées. Et donc après tu retiens les 108 000. Dans ces 108 000, il y en a 36%, il me semble, qui sont déclarants consommateurs d'édulcorants artificiels. Et donc après tu as les 64 autres % non consommateurs. Donc ce qui se passe dans les études, souvent on va penser d'abord au modèle biomédical. Tu as un groupe qui prend un tel produit et un groupe qui n'en prend pas, on va regarder ce qui se passe. Dans les études nutritionnelles, c'est un peu différent parce qu'on a à peu près tous une alimentation similaire. Je peux prendre
On peut prendre ses frères, ses sœurs, ça, on a grandi, on a tous à peu près le même schéma, mais après, tu vas voir un peu plus loin, les gens qui sont à l'autre bout de la rue ou à l'autre bout du village, ils ont une alimentation globalement similaire, et tu vas regarder encore dans la ville plus loin ou à l'autre bout de la France, tu vas voir que les personnes, ils ont encore une alimentation similaire. Il y a toujours des petites variations, mais globalement, c'est toujours à peu près le même schéma. Donc dans les études nutritionnelles, ce qui va se passer, c'est que tu peux pas dire tiens, il y a un groupe qui consomme ça et l'autre qui consomme pas ça, c'est assez difficile. Donc tu vas généralement mettre après ils se déclarent non consommateurs ou très faibles consommateurs, et donc là par exemple il y avait des non consommateurs, mais tu avais aussi des faibles consommateurs et des gros consommateurs. Et après, ça dépend de ce que tu étudies, mais ça peut être encore divisé un peu plus loin. Là, dans l'alimentation, vu qu'on a tous à peu près une alimentation similaire dans ces études-là, tu as beau répartir en non-consommateurs, faibles consommateurs, grands consommateurs, faut regarder le contraste aussi. Est-ce que entre les faibles consommateurs et les grands consommateurs, il y a un écart qui est vraiment très important, ou il est relativement faible et pertinent dans une alimentation globale? Là, par exemple, dans la cohorte Nutrinet, les faibles consommateurs, ils étaient autour de 7,4 mg, il me semble, d'édulcorants artificiels. Les gros consommateurs, 77 mg. x10, ouais. Donc c'est x10. Trouver ça conséquent. Et dans une canette, parce que tu as parlé de canette de 33 centilitres, on a 200 mg d'aspartame. Donc, si on se réfère aux plus grands consommateurs, ils consomment à peu près 100 millilitres de coca par jour. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que les faibles consommateurs qui consomment 7,4 mg, dedans il y avait plus de cas de cancer que dans les grands consommateurs qui pourtant consomment 10 fois plus. Donc c'est quand même, on peut se poser des questions. Donc on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui influencent? Justement, les études qui sont bien construites, et Nutrinet, les personnes qui gèrent ça font très bien les choses, et ils vont mettre plein de facteurs d'ajustement pour essayer d'enlever les variables qui auront une influence sur ça. Et je pense aussi qu'il y a un truc qui était très intéressant chez Nutrinet quand ça a été fait, c'est que eux sont pour l'instant les seules personnes à avoir analysé les édulcorants artificiels dans l'ensemble de l'alimentation. Donc on retrouvait les boissons, parce que c'est majoritairement des boissons, mais aussi on en retrouve dans des gâteaux, dans des laitages ou des trucs comme ça. Et eux, c'est les seuls à avoir fait ça. Et auparavant, c'était exclusivement centré autour des boissons avec édulcorants artificiels. Et justement, Nutrinet, en 2019, ils avaient sorti une étude aussi sur juste les boissons sucrées et artificiellement sucrées, donc avec les édulcorants artificiels. Et ils avaient retrouvé que les boissons sucrées augmentaient le risque de cancer, y compris les jus de fruits 100% fruits de 12%, et à l'inverse, les boissons avec édulcorants artificiels type Coca, Pepsi Max, enfin autres, eux, n'augmentaient pas le risque de cancer. Donc quand on voit que un peu plus tard ils ont inclus divers aliments, est-ce que dans ces aliments il n'y a pas un truc qui influence aussi? On peut se poser des questions, même s'ils ont essayé, comme j'ai dit, de réduire le maximum de choses, de facteurs de confusion pour éviter ça. Et aussi, chose importante, c'est que la cohorte est jeune, c'est autour des 44-45 ans, plus ou moins 12 ans, il me semble, un truc du genre, et donc il y avait assez peu de cas de cancer. Oui. Donc il y a des chances aussi de voir un effet de faux positif. Et c'est la même chose pour les études qu'ils ont publiées sur les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, ils avaient annoncé, je crois, plus 69% de risque de diabète de type 2, toujours avec les mêmes quantités consommées. Donc les gros consommateurs qui ont plus 69% de risque, c'est en consommant 100 millilitres par jour de coca. Donc faut après se dire par quel mécanisme ça encore c'est possible.
Donc si moi je bois 100 millilitres, j'augmente mon risque de diabète de 69%, c'est quand même chaud. C'est un produit qui est apparemment très toxique. Mais quand tu regardes dans des études d'intervention ou autres, ou dans différentes cohortes au niveau mondial, ben, on peut voir que, ironiquement, en tout cas sur les cancers, que la France, c'est avec sa cohorte Nutrinet, c'est un peu le vilain petit canard ou le signe noir, quoi. C'est le seul qui montre ça, alors que les autres ne montraient pas ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du recul quand on voit les gros titres et voir ce que l'ensemble des études dit. Et une méta-analyse récemment qui est sortie, qui inclut Nutrinet et globalement qui a dit que les édulcorants artificiels ne sont pas un problème et n'augmentent pas le risque de cancer, quoi. En gros, on peut toujours considérer que c'est sans danger, surtout dans les quantités consommées, quoi. Mais c'est ça, moi je suis un peu surprise que les gros consommateurs, finalement, c'est même pas une canette par jour. Ouais, bah oui. Non, mais c'est parce qu'on fait une moyenne, donc ouais, bah oui. tu bois, c'est ça, mais... tu bois deux Coca zéro dans ta semaine, bah voilà, ça te fait comme ça. Donc ceux qui consomment 7 mg, faudrait faire le calcul, mais c'est peut-être une toutes les 2 semaines, un truc du genre, quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, ouais. Je suis surprise. Et c'est très drôle aussi dans l'étude, parce que le plus qui en ressortait, c'est aspartame, c'est sulfame-K qui sont souvent assemblés ensemble, hein, si on regarde, et sucralose dans ceux qui sont consommés. Et donc, pour en revenir, il y avait 108 000 personnes, hein, je crois que c'était ça, hein, sur 2 personnes qui ont été étudiées, donc 36% des consommateurs, donc ça faisait quoi, 37 000 personnes à peu près qui ont été considérées comme consommateurs, petits, grands, et dedans, dans ces 37 000 personnes, 38, il y a 5 personnes qui dépassent la DGA pour le sucralose. Mais 5 personnes. Voilà, donc il y a pas beaucoup. Et le sucralose, je pense que c'est peut-être des personnes qui sont fitness ou autres. Il y a pas mal de genres de protéines whey. Tu peux retrouver du sucralose, des trucs comme ça. Enfin, dans pas mal de produits maintenant, vu qu'ils remplacent l'aspartame. Mais voilà, c'est très drôle de voir c'est juste 5 personnes dépasser la DGA. Donc on peut voir que quand même c'est... une chose qui est quand même très sécuritaire, la DGA, c'est vraiment là pour protéger. Donc 5 personnes sur 38 000, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je trouve qu'on a tellement diabolisé les édulcorants artificiels, et finalement on banalise un peu l'alcool, alors que bon, pour le coup, les dangers de l'alcool sont quand même clairement connus, identifiés. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 poids, 2 mesures... par rapport à ça, je sais pas quel est ton avis sur la question. Ouais, je partage aussi ça. Hein, et c'est tellement commun de boire de l'alcool. Socialement accepté, c'est un peu... déjà, tu peux te mettre un peu à l'écart si tu le fais pas. Les gens peuvent trouver ça un peu bizarre et vont forcément peut-être te lâcher un commentaire, même s'ils devraient s'abstenir de ce commentaire. Mais voilà, ils vont soit te parler du fait que ça peut être cancérigène, ou te demander si tu fais pas ça pour X raison, attention à ta santé, machin et autres. Et s'ils te parlent de ta santé, ils vont te parler de ça, que c'est peut-être cancérigène. Et après, ils oublient qu'eux-mêmes, ils consomment un truc qui est vraiment avéré, là, pour le coup, cancérigène. Parce que là, on a des doutes pour ça, de sérieux doutes. Enfin, de doutes, quand je dis sérieux, c'est-à-dire que pour l'instant, on est quand même très loin d'avoir prouvé quoi que ce soit. Et de l'autre, à côté, il y a un truc qui est vraiment prouvé. Mais que ça inquiète pas trop, parce que c'est plutôt commun, et on va dire... c'est ça. Non, consommez pas trop quand même, hein. Ne tombez pas dans l'alcoolisme ou autre, mais dès le premier verre, en fait, tu vas augmenter tes risques de maladie. Donc, Et du coup, c'est vrai que on en parlait, mais même au niveau des recommandations officielles, donc on comprend bien pourquoi c'est fait, les recommandations, qu'il faut que plus de gens adhèrent, etc. Mais on peut tout à fait, en toute conscience, consommer 2 verres d'alcool, il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais en gros 8 verres d'alcool par semaine, sans que finalement on soit inquiété de quoi que ce soit. Mais si tu dis à quelqu'un que tu bois par exemple 8 soda zéro, t'as l'impression que tout de suite tu vas tomber malade. Enfin, je trouve que c'est assez particulier. Bon, ça va peut-être évoluer, des recommandations, mais en tout cas il y a...
Voilà, je trouve qu'il y a ça. Ça a déjà évolué, hein, parce que c'était quelques années, c'était 2 verres maximum tous les jours, hein, c'était ça. Maintenant, on est passé à pas tous les jours. Faut faire quand même une pause dans la semaine, ça serait pas mal. Ouais, c'est ça. Globalement, ça évolue de manière positive. Mais les recommandations de santé publique, il y a plusieurs enjeux qui sont là. On peut savoir des choses sur la santé des personnes, tels effets de tels aliments, de tels produits vont avoir des effets sur la santé. Et on va se dire, tiens, ça, il faut éviter de le consommer parce que c'est pas bon. Mais en même temps, après, tu as des enjeux qui sont économiques, des enjeux qui sont politiques. Il y a plein d'enjeux en fait qui vont au-delà de la santé de la personne, et il faut faire un mélange de tout ça, prendre en considération et de maximiser en fait tout cet ensemble pour que ça puisse correspondre à un maximum de personnes. Et en même temps, il faut que ça puisse, que si tu donnes des recommandations, que ces personnes puissent le suivre. Donc il faut que ce soit pas trop éloigné de l'alimentation qu'ils ont ou de l'activité physique, ou enfin des choses comme ça. Il faut pas que ce soit trop éloigné. Et vu qu'on a tous des choses assez similaires, au final, tu as une recommandation qu'on peut trouver peut-être trop laxiste ou autre, mais qui n'est même pas suivie par 70% des personnes. Voilà, mais voilà, les recommandations sont faites pour essayer de maximiser le nombre de personnes qui vont adhérer à ça. Donc voilà, il y a cet enjeu sociétal, politique, santé, environnemental, il y a plein d'enjeux qui sont là et qui font les recommandations, et que nous, quand on regarde, on pourrait dire, en fait, ça pourrait être amélioré. Oui, mais est-ce que les personnes vont suivre ? Déjà qu'elles ne suivent pas. Ouais. Et je trouve aussi les raccourcis qu'on fait, c'est que si on parle par exemple d'édulcorants intenses ou de soda zéro en disant si vous en consommez un petit peu, tout va bien, vous détendez-vous, tout de suite on va faire le raccourci en disant il vous incite à consommer du soda zéro, alors qu'en fait le propos c'est pas ça du tout, c'est bien sûr buvez de l'eau. Si vous avez envie une fois de temps en temps de boire une canette de soda zéro, tout va bien aller pour vous. Mais tu sais, il y a ce raccourci, vraiment des gens qui disent donc ok, ça veut dire qu'en fait on n'est plus obligé de boire de l'eau. Enfin, je sais pas, je pense que c'est déjà des trucs qu'on a pu te dire toi. Enfin, j'imagine. Oui, totalement. Alors qu'en fait, on oublie qu'à la base, non, enfin. Bien sûr, buvez de l'eau. Si vous avez envie de temps en temps d'un petit soda zéro, pas de souci, quoi. Et pour revenir sur les édulcorants intenses, parce que là, on a parlé de maladies cardiovasculaires, etc. Mais il y a, je trouve aussi un truc qui revient en ce moment, on parle beaucoup plus du microbiote. Et on est... j'ai senti que j'avais touché un petit truc. Et on nous dit aussi qu'au-delà des potentiels dangers liés aux maladies cardiovasculaires, diabète, etc., ça avait surtout un impact sur le microbiote. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce sujet ? Le microbiote, c'est aussi un truc très intéressant. On en parle de plus en plus du microbiote. On en parle de plus en plus. Il y a des propos qui sont tenus par des médecins, souvent gastro-entérologues, qui sont très très forts vis-à-vis du microbiote. Genre le microbiote, c'est la cause de tout, ou ça peut tout soigner. Donc c'est un truc de fou. Alors que quand tu regardes les études qui sont menées, par exemple, il y a eu une étude, il me semble, née par le chercheur Benoît Arsenault, qui fait une publication, c'est une étude, une randomisation mendélienne sur l'impact du microbiote sur les pathologies humaines. Et on peut voir que le microbiote n'est pas causal dans les pathologies humaines, connues, diabète ou autres, liées au vieillissement. Ça montre que ce n'est pas causal. Donc il y a certainement... la chose à savoir, c'est qui de quoi est responsable. Donc peut-être que si tu as une pathologie, ton microbiote se modifie, et quand tu analyses ce microbiote, est-ce que ce microbiote c'est un effet de la pathologie, ou c'est la modification du microbiote qui a causé ça? Donc ça, déjà, faut essayer d'élucider ça, et c'est très compliqué. Et avant, ce qui se fait très souvent, en fait, c'est analyse de sel. On va voir ton microbiote, ce qui en découle.
Là, il y a 2 études qui sont sorties en 2023 qui montrent que les analyses de sel ne reflètent pas le microbiote intestinal. Parce qu'en gros, dans ces études, ils ont donné des capsules qui viennent capturer les bactéries en cours au niveau du tractus, hein, ça commence par là jusqu'à la sortie, et comparé au sel, et il y a des grandes différences. Et il y a d'autres études qui ont été faites, par exemple TMF, là, c'est la transplantation de microbiote fécal qui a été testée chez des humains pour de la perte de poids, effet nul. Okay. Tu vois, t'as pas de bénéfice pour ça. Au tout début, t'as une amélioration au niveau de ta glycémie ou autre, mais après, disparaît. Donc, effet nul. Voilà, donc en fait, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le microbiote. Il y a très peu de choses qui sont réellement prouvées. Mais par contre, c'est super stylé quand tu es dans une étude que tu ne... tu vois, genre un Nutrinet ou autre, enfin, tu dois trouver un truc... tu sais pas d'où ça peut venir, tu peux pas l'expliquer, tu vois, comme je t'ai dit, un diabète, tiens, tu bois 100 millilitres, tu dis, oh, il a eu du diabète, comment c'est possible? Microbiote. Et c'est comme ça, et souvent dans les études, tu vas voir maintenant, tu sais pas, tu dis microbiote. Okay. Les gens ne savent pas, ils ont un doute, microbiote, ça modifie le microbiote. C'est tout le temps comme ça. En tout cas, on manque d'infos pour l'instant pour conclure que si on reste encore une fois sur des consommations acceptables, on n'a pas trop de soucis à se faire en fait. Non. C'est un peu ça ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, même si ça modifie le microbiote, quel est l'impact? Est-ce que tous les édulcorants modifient le microbiote? Parce que les études qui ont été faites, souvent c'est la saccharine qui modifie le microbiote. Et ensuite, pareil, la saccharine souvent pose problème, mais les autres ne posent pas forcément de problème. Le sucralose aussi peut avoir une altération du microbiote, mais aspartame, acésulfMK, eux, ne modifient pas ou très peu le microbiote. Sauf qu'on fait là aussi une généralisation. Il y a un édulcorant qui modifie le microbiote, et ben on l'applique à tous les édulcorants. Et ça, c'est aussi un problème. Et ils ne parlent pas, en fait, ils sont... Souvent, ils vont plutôt vendre le microbiote comme un truc magique, mais ils vont pas parler des petits détails qui font que c'est peut-être pas aussi puissant que ça. Ça manque plein d'études, c'est très récent, mais à ce jour, moi je ne dirais pas que le microbiote, ça doit être un truc qui doit absolument être amélioré ou autre, ou mettre le focus dessus. Il y a des choses forcément que tu vas mettre le focus dessus qui vont avoir une influence sur ton microbiote, mais c'est pas ça la priorité. Oui, c'est ça. En fait, c'était ça ma question, c'était est-ce que dans ces études en question, on a regardé si les gens mangeaient suffisamment de fruits et légumes, s'ils étaient bien à leur 30 grammes minimum de fibres, ça c'est peut-être à voir quoi. Oui, bah c'est des choses qui influent et qui devraient être prises en considération. Même les graisses saturées. Ouais. Les graisses saturées, ça va augmenter, par exemple, les acides biliaires secondaires qui, eux, va forcément, si tu as une augmentation de ces acides biliaires secondaires, vont faire que le microbiote va s'adapter pour les décomposer. Et en fait, ça va augmenter le risque de cancer colorectal, par exemple. Et donc, si on part de ce principe-là, est-ce que la modification du microbiote est causale, responsable du cancer colorectal, ou est-ce que, par exemple, le trop de graisse saturée qui a fait trop d'acide biliaire secondaire a pu avoir une influence? Et en fait, c'est ça qu'il faut élucider. Et c'est pas forcément très clair, mais les gens, en fait, enfin, surtout les médecins, gastro-entérologues, et encore plus ceux qui vendent des livres et qui en recommandent très souvent, tu vois, c'est microbiote, causal, microbiote, deuxième cerveau, microbiote, causal. Pareil, ça a été étudié pour la dépression ou autre, on est loin de dire que le microbiote est causal dans la dépression. C'est pas parce que on l'appelle deuxième cerveau que c'est vraiment le deuxième cerveau. On en est loin, c'est plutôt un red flag quand on dit deuxième cerveau. Okay. Après, il y a eu des études qui ont été menées avec des probiotiques pour voir si ça avait une influence sur symptômes dépressifs ou autres. Ça en a un léger, mais c'est pas dans toutes les études, ça dépend des souches et autres, mais on est très loin aussi de dire que ça va soigner ça et que c'est peut-être l'altération du microbiote qui a causé les symptômes dépressifs ou autres. On est très loin. En fait, j'ai vraiment l'impression que en nutrition, quand on reste sur les grandes recommandations
officielles qui sont plutôt larges en fait, en plus. Protéines, 10-20%, les 30 grammes de fibres, les 5 portions de fruits et légumes, faire attention aux acides gras, voilà, un petit peu d'oméga 3, etc. Bah, en fait, une fois que ça c'est respecté, je vois ça comme une pyramide, mais une fois que la base est là, finalement, si on consomme des additifs en quantité raisonnable, on s'inquiète pas trop. Si on boit un coca ou deux de temps en temps, tu me rejoins là-dessus, en fait. Oui, oui. On est vraiment sur ça et on fait grand cas de petites choses, alors qu'en fait, nous, dans notre job, au final, on est toujours en train de te dire la même chose. Essayer de cuisiner un peu, des protéines. Faites des féculents, n'oubliez pas la portion de légumes, mais en fait, on reste sur quelque chose de très basique. C'est l'impression qu'on tourne en rond, mais c'est exactement ça. Et ce que je disais, en fait, il y a les recommandations de santé publique qui sont même pas encore l'optimal de l'optimal. C'est vraiment pour que tout le monde puisse quasiment les respecter. Au niveau mondial, c'est très similaire aussi. Les mêmes recommandations sont presque partout pareilles autour du globe. Que tu regardes... c'est la pyramide alimentaire ou un bateau ou une assiette ou autre. Dans tous les pays, ça se ressemble quasiment. Ça n'a pas la même dessin, la même forme, mais ce qui est retrouvé dedans, c'est quasiment tout le temps la même chose. Et il y a des gens qui viennent critiquer même ça, qui disent parce que tout le monde a ça, la même image, tout ce qu'on doit mettre. La plupart des gens deviennent gros, obèses, machin, ou des maladies. C'est ça qui pose problème. Sauf que quand tu regardes qui respecte ça, en fait, il y a très peu de personnes qui les respectent. Et donc, on en revient toujours au même, c'est en fait, suivez les recommandations de santé publique, ça se passera très bien, parce que déjà la plupart des personnes ne le font pas, mais si vous le faites, vous allez avoir les recommandations qui permettent de bien vivre sainement et d'avoir une bonne activité physique, de faire ce que vous voulez dans la vie et ne pas poser de problème. Il faut juste respecter ça. Après, certains vont vouloir aller dans l'optimisation pour sport ou autre, ou des choses spécifiques, mais ça n'a pas changé grandement leur vie. Ça peut peut-être améliorer les performances ou autre, mais ça n'a pas, au niveau santé, ça n'a pas changé grandement la vie. Mais par contre, les extrêmes, eux, peuvent avoir des impacts négatifs. Mais en fait, tu vois, j'ai l'impression que comme la nutrition, c'est pas magique, c'est pas waouh, c'est pas... en fait... c'est limite un peu décevant parce que les gens ils attendent ça, ils attendent le petit truc un peu magique. En fait, ils concentrent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur un petit truc, alors qu'en fait, l'effort devrait être sur ce qu'on vient de dire en fait. Et je trouve que c'est peut-être ça justement en nutrition, c'est comme il n'y a rien de magique. Les gens vont essayer de sortir du lot sur les réseaux en sortant le petit machin, et puis ça devient waouh et les gens sont contents quoi. Ouais, c'est ça, et aussi pour se démarquer. Ils vont peut-être aussi, ils vont invoquer aussi des choses, je pense, aux ancestral diet, on va dire dans le passé c'était mieux ou autre. C'est ça. Sans préciser l'âge à laquelle les gens mouraient dans le passé. Mais c'est aussi, on exclut plein de choses, on regarde juste avec nos yeux et on n'a pas toutes les données qui étaient disponibles à cette époque, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, on ne peut pas forcément respecter les mêmes conditions d'alimentation. Je pense juste souvent ceux au paléo ou ancestral qui parlent beaucoup de consommation de viande ou autre. Déjà, juste sans parler de la quantité, des effets autres, juste la composition de la viande diffère entre ce qu'il y avait à l'époque peut-être préhistorique, si on remonte très loin, et à notre époque, en termes d'acides gras saturés, acides gras polyinsaturés, graisse même totale. Les animaux, ils étaient très faibles en gras, beaucoup de graisse polyinsaturée, très faibles en acides gras saturés. À l'inverse, là, les viandes qu'on peut consommer ou autres, si on consomme de la viande, elles diffèrent dans la structure au niveau des graisses et autres. Il y a plus de graisses saturées, moins de polyinsaturées. Donc tu peux même pas manger la même chose que manger à l'époque. Donc et en plus tu sais pas comment vivaient ces personnes, quel était leur souci de santé s'il y en avait ou autre. Et après tu peux faire plein de choses. Tu vas montrer des belles images des gens qui sont fit ou autre, mais ça veut rien dire au final. Ouais. Quel est ton avis sur le Nutri-Score, toi ? Moi, je suis un défenseur du Nutri-Score. Il est fait pour une population. Nous, la plupart des personnes,
la quasi-totalité même, on réfléchit en tant qu'individu. Pas se dire, tiens, moi, j'essaye de le faire. Hein. C'est pour ça que j'ai un avis positif sur Nutri-Score. Je me dis, les recommandations, il faut que ce soit pour l'ensemble de la population. Même sur les réseaux sociaux, je me dis, si je dis un truc, il faut que ça corresponde à la majorité de la population. Je ne suis pas spécifique sur un type très particulier de personnes. Parce qu'en fait, il y a tellement de diversité de personnes qui va me suivre. Je ne peux pas donner un conseil centré sur 2-3% de mon audience, alors que ça doit correspondre à la majorité, ou que la majorité va le voir. Et c'est peut-être même 2-3% ne le verront pas. Donc il faut avoir l'esprit population et pas penser en termes d'individus. Donc quand on commence à penser comme ça, on va se dire Nutri-Score, à quoi il va servir ? Est-ce qu'il va être positif, négatif, et à qui c'est plus profitable ? Est-ce que à toi, à moi, il va servir grandement le Nutri-Score ? Pas certain, parce qu'on a des connaissances poussées en nutrition, on sait comment manger, on sait ce qu'il faut faire. On n'est pas obligé de regarder le Nutri-Score sur les aliments pour savoir ce qui peut être bien ou pas bien. Par contre, il y a tout un pan de la population qui n'a pas ces connaissances en nutrition, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément eu l'éducation autour de ça, ils n'ont pas forcément l'intérêt pour ça. Hein. Moi, par exemple, la mécanique, si je dois m'occuper d'une voiture, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas du tout envie de m'intéresser. Il y a des gens, c'est pareil, la nutrition, ça les intéresse pas, ils n'ont pas du tout envie de s'intéresser. Et malgré ça, quand ils vont voir dans le magasin, s'ils vont dans le magasin, ils vont voir un Nutri-Score positif, peut-être que ça va les inciter à plus prendre un produit d'une même gamme, un A ou un B, plutôt qu'un D ou un E. Parce que tu vas te dire c'est quand même mieux. Tu vas pas réfléchir très longtemps, tu vas le prendre. Et le Nutri-Score, c'est quoi ? En fait, c'est le reflet de ce qui se passe derrière quand tu tournes l'emballage, où tu vois les macronutriments, le sodium, autres. C'est juste le reflet de ça, qui est apposé avec un logo, avec des couleurs, A, B, C, D, E, et qui te permet de rapidement identifier lequel est le mieux dans le rayon. Et donc ça, c'est bien. Ouais, mais tu vois, quand tu dis c'est peut-être pas très intéressant pour nous en tant que diète, mais le nombre de diètes qui critiquent le Nutri-Score, mais je pense qu'en fait ils n'ont pas compris que ça comparait les catégories d'aliments en fait, et donc tout le truc que tu as certainement entendu, c'est l'huile d'olive, c'est E, ou je sais plus à l'époque, alors ça a été revu, mais c'était E je crois au départ, l'huile d'olive, ou D. Souvent D, ouais, c'est... Et en l'occurrence le beurre... C'était le beurre, c'était c'est très mauvais le beurre. Par contre souvent c'était avec le Coca, le comparatif avec le Coca Zéro qui était B ou autre. Voilà. Et en fait on n'avait pas compris que ça comparait les catégories. Tu fais pas une vinaigrette avec du Coca. Voilà. Peut-être que l'incompréhension était sur ce point au départ, en disant les gens n'ont pas compris en fait que quand on doit coder quelque chose, il y a des règles et que il faut comprendre les règles pour essayer d'interpréter le système, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un algorithme, en plus c'est disponible sur le site du ministère de la Santé publique, je crois, où tu peux télécharger le fichier Excel, faire des calculs toi-même. Mais ouais, le Nutri-Score, moi je trouve que c'est très bien, il faut encourager, tous les diètes devraient l'encourager, et à minima se renseigner dessus, et surtout qu'en plus il a récemment évolué, il est devenu plus strict, plus sévère envers les aliments, et même les boissons avec édulcorants artificiels, la note a été dégradée pour toutes ces boissons, donc il est encore plus juste. Mais ce qui se passe, vu que c'est sur la base du volontariat, les entreprises qui ont vu des notes se dégrader de manière assez sévère, comme Bjorg sur pas mal de produits, hop, le Nutri-Score on n'en parle plus, et on remplace par Planet Score qui ressemble en plus au Nutri-Score. Les gens ne font pas forcément attention, si ils étaient habitués au Nutri-Score, un truc qui ressemble, ils vont prendre pareil. Mais c'est des petites entourloupes, et ça, Bjorg, un truc bio, donc très sympa normalement dans l'esprit des gens, mais voilà, là il y a le facteur économique qui joue. On préfère supprimer le Nutri-Score et mettre autre chose à la place, ou rien mettre, et il y a des entreprises qui font ça. Donc ce serait bien même que le Nutri-Score soit imposé aux entreprises, et ça obligerait qu'il y ait des reformulations de produits autres. Et ça se trouve, il y aurait plus de diététiciens ou de machins qui se retrouveraient dans l'industrie agroalimentaire pour aider encore à améliorer ça. Mais on n'en est pas trop là.
c'est pas prêt d'être validé. J'ai l'impression que le Nutri-Score n'est pas très apprécié par les industriels, notamment en Italie, mais c'est compréhensible, hein, ça impacte négativement. Mais voilà, c'est quelque chose de positif qu'il faut encourager, et que j'espère, moi, personnellement, qu'il va être validé et qui va aider à reformuler les produits. Et il y a eu plein de reformulations, hein. Si on regarde les céréales souvent critiquées, elles ont diminué la teneur en sucre de manière assez importante. Ouais. Hein. Moi, je m'en sers, hein, même en ayant des connaissances en nutrition. Comme tu dis, dans le rayon, quand tu hésites entre 2 produits, évidemment, voilà, direct, je vais regarder le Nutri-Score et je vais prendre celui, en l'occurrence, qui a la meilleure note, quoi. Donc Clément, pour tous les diètes là qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Parce qu'on a beaucoup parlé d'additifs. Quels conseils tu peux leur donner pour peut-être développer leurs connaissances, pour modifier leur dialogue actuel? Peut-être qu'ils se sont dit, tiens mince, j'avais dit ça et finalement je me rends compte que c'était pas tout à fait juste, donc je veux m'améliorer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Alors, déjà, commencer... Pour toutes les personnes qui vont le livre de Corinne Gouget ou qui comptent l'acheter, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Ce sera une très bonne chose. Pas, voilà. Voilà, parce que les références là-dedans, c'est entre anecdotes, avis d'un médecin, et, quelques études animales et très peu d'humaines. Hein, c'est un peu l'exception. Donc c'est un très mauvais livre sur les additifs. En fait, il n'y a pas de livre sur les additifs qui est vraiment bien. Même Yuka, ça s'est amélioré, mais c'est pas forcément très bien parce qu'à la base il se basait sur le livre de Corinne Gouget, donc c'était pas terrible. Et globalement, si on veut se renseigner sur les additifs, il faut aller plutôt sur l'EFSA, voir ce que l'EFSA elle dit. Au moins c'est sûr, c'est un panel d'experts là-dessus. Après on peut aller, si on veut, voir ce qu'ils disent aux États-Unis, mais ils sont un peu plus permissifs. Hein. Par exemple, le dioxyde de titane que nous on avait enlevé, c'est toujours là-bas. Hein. Donc il y a des trucs qui diffèrent, mais au moins c'est des avis d'experts qui ont regardé un corpus d'études et qui ont un avis beaucoup plus sûr que celui d'un médecin qui a regardé quelques études. Hein. Même moi, je regarde beaucoup d'études sur les additifs, mais je ne regarde pas tous les additifs. Hein. Je me concentre juste sur ceux où j'entends des polémiques ou autres. Mais globalement, je vais me référer d'abord à ça. Ensuite, je vais voir aussi s'il y a des études qui peuvent être citées récemment qui n'ont pas été dans l'évaluation parce que c'est trop récent et que ça n'a pas été réévalué. Et après, je vais me faire un peu mon avis comme ça. Hein. Et voir s'il y a des failles dans les études, comment interpréter ça. Voilà. Et donc... Alors ça, pour ceux qui veulent s'améliorer déjà pour comprendre les études, je recommanderais de faire la formation de Mathias Soulol sur l'écriture critique d'analyse scientifique qui est très bien, qui est accessible. Ça, je recommande à tout le monde. Hein. Comme ça, c'est pas besoin de reprendre des cours universitaires pour stats biomédicales ou autres. Ça, c'est très bien. Ça aidera beaucoup de gens, diètes ou professionnels de la santé qui veulent s'améliorer sur la compréhension des études. Ce sera déjà pas mal ça. Ok. Et voilà, et globalement, ce sera ça, hein, parce que j'ai pas vraiment de recommandations. S'il y a des gens à suivre qui peuvent être sympas, genre Alan Flanagan, c'est un anglais, il fait du contenu hyper intéressant, très critique, enfin voilà, c'est vraiment une analyse poussée, bien, il évalue hyper bien les études et tout, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il fait. Avec Simon Hill aussi, il fait un podcast très sympa. On mettra tous ces noms dans la description. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de recommandations à faire, je suis désolé, il faut se former un peu là-dessus et après s'y mettre, se pencher, travailler, essayer de comprendre les problèmes et après poser des questions à des gens qui ont plus de connaissances, qui peuvent répondre ou même me suivre des fois pour certains trucs qui peuvent être intéressants, mais voilà. Et puis peut-être aussi conseiller de garder l'esprit ouvert, enfin voilà, peut-être pas tomber dans les raccourcis qu'on peut voir, il faut se fier au nombre d'ingrédients dans la liste, enfin voilà, ce genre de raccourci qui est des fois vrai mais pas toujours, donc garder bien l'esprit critique sur ça, regarder par soi-même. Justement, tu me fais penser à un livre qui est aussi très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. C'est L'esprit critique de Séverine Falkovitch. Ça, vraiment, qui est génial,
permettre justement d'avoir cet esprit critique, avoir un peu de recul sur ce qu'on peut lire ou comment on va l'interpréter. Ça, c'est, je pense, à avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà, ça c'est une recommandation de livre que je ferai. Mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Ok, bon, on va l'ajouter. Ok, ça marche. Bon, Clément, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on a fait le tour Okay. sur la question. C'était intéressant. Si les gens ont des questions qui viennent commenter sous YouTube, j'irai faire un tour, j'irai répondre. Et sinon en direct, je prendrai plaisir à répondre. J'adore échanger, donc voilà. Donc on peut te suivre sur Instagram. Donc c'est Clem-du-bas. Ouais. Le-du-bas diète. Ouais, c'est ça. Donc ton Insta. Et la nouveauté, tu peux peut-être en parler. Profite de parler de ton podcast. Ouais, j'ai lancé un podcast qui se nomme Coup de pied dans le plat, qui est là justement un peu pour casser les mythes ou les choses comme ça. Et, on parle nutrition, sciences du sport et sciences en général. Peut-être détailler des études aussi, du contenu qui sera plus poussé. Parce que j'ai envie d'avoir des choses rentrées dans les détails. Peut-être que ça peut intéresser aussi les professionnels de santé qui veulent plus de détails ou comprendre des choses ou faire attention dans la compréhension des études, parce que c'est bien beau de voir des études, de les citer, mais peut-être qu'on loupe des trucs dedans et qu'on ne comprend pas et qu'en fait on dit des choses que l'étude globalement dit, mais que si on comprend réellement les détails et ce qui se cache derrière, et ça ne dit pas exactement ça. Donc, Coup de pied dans le plat, disponible sur les plateformes d'écoute. Ouais. Et sur YouTube aussi ? Pas encore, mais ça arrive bientôt. Ok, donc ça devrait arriver. Ok, très clair. Merci beaucoup, Clément. Merci à toi. Et mettez une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour notre conversation et toutes les conversations que tu fais. Ça ne va pas l'oublier. C'est bien de l'avoir dit. Ça va aider à pousser le podcast et commenter sur YouTube et partager. Ça se fait toujours plaisir aux créateurs de contenu. Merci beaucoup.